Petite devinette, qu'est-ce que 3 amis dans la Silicon Valley? Une start-up. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment j'ai perdu 72 000 € avec ma startup et absolument tout ce que je vais raconter est véridique. Comme ça, si un jour vous lancez votre projet, vous avez l'exemple typique à ne pas suivre. Ouais, j'ai toujours eu le sens du sacrifice, hein. Si, vous me remercierez plus tard. Parce que qui n'a jamais eu l'éclair de génie un matin devant sa glace en contemplant son reflet disgracieux? Qui n'a jamais voulu monter une entreprise de traiteur canin en ligne? Un réseau social innovant? Une application pour favoriser la consommation locale? Qui n'a jamais voulu mettre une balayette à Mark Zuckerberg en proposant un substitut à Facebook? Alors c'était pas forcément mon cas, mais on s'est quand même planté. J'ai créé une startup fin 2018 avec 2 associés. Alors je vais pas m'épancher sur le pourquoi du comment, le produit en lui-même, etc. C'est pas le but de la vidéo. Mais si après visionnage vous voulez poursuivre, je mettrai en description un lien vers un article invité que j'avais écrit pour le blog Je suis un dev et dans lequel je donne plus de détails. Mais ici on va surtout s'intéresser au côté financier. Non mais je vous connais, vous me la ferez pas à l'envers. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le fric, la moula, le blé, la thune et le pognon. Ah, et je vous comprends, hein, comme dit le proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même un peu. Au départ, l'idée de notre projet nécessitait d'office la création d'une société. Nous avions notamment besoin d'un partenaire pour de la gestion de wallets numériques, et pour bosser avec eux, dans tous les cas, il fallait un cabis en bonnet due forme et tout le tralala. Donc, on a créé une SAS. Bim, premier coup qui tombe, environ 1000 € de frais comptables juridiques pour la création d'entreprise. On a choisi de passer par un cabinet d'experts comptables parce que pour le coup, on n'y connaissait rien et on avait besoin d'accompagnement. D'ailleurs, on va tenir une ardoise des frais et des coûts engendrés par la startup. Premier conseil, si c'est possible, ne créez pas une boîte avant d'avoir un produit qui tourne un minimum ou d'avoir des financements conséquents. Au pire, vous pouvez vous associer, vous mettez en micro-entreprise le temps que la mayonnaise prenne et croyez-moi, ça vous sauvera une tonne de paperasse, des démarches administratives et un petit paquet de pognon. Nous sommes alors en novembre 2018. Le temps passe, le proto avance et en mars 2019, nous sommes prêts à lancer notre plateforme. Sauf que on est une équipe. Donc, faut payer les gens. Jusqu'à preuve du contraire, un être humain doit avoir un toit et s'alimenter pour survivre. Ouais, je sais, hein, ça fait vieux jeu, hein, vivement qu'on soit tous des robots. Mais donc, allez, je vous fais le tour de l'équipe. Moi-même, le CEO, alors je coûtais rien car je bénéficiais des aides Pôle emploi, on est royal au bar. Mon frère, le CTO, petit salaire, mais qui coûtait environ 2500 € par mois à la boîte. Alors, petit aparté, quand je dis ce qu'il coûte, c'est pas le salaire qu'il reçoit. Entre les charges salariales, les cotisations, etc., c'est à peine s'il reçoit finalement la moitié par rapport au coût total. Mon meilleur pote, ingénieur en dev mobile qu'on avait embauché à un salaire faible mais qui coûtait quand même 3000 € par mois à la société, le stagiaire marketing et communication à environ 500 balles par mois, assez cher pour faire les cafés et les photocopies, et le DevOps à temps partiel qui coûtait environ 300 balles par mois en presta. Donc rien qu'en ressources humaines, il fallait sortir au moins 600 000 € par mois. Et si on compte les loyers, les frais fixes, les frais comptables, on monte très facilement à 7000 €. Je devine alors qu'une question existentielle se formule sur vos lèvres. Comment financer tout ça? Sachant que le business ne rapportait strictement rien, comme c'est le cas souvent pour le lancement d'une startup dans les premiers mois. Réponse, la divine augmentation de capital. Encore une aparté pour que vous puissiez comprendre. Ceci est la courbe de financement standard d'une startup en fonction des cycles de vie. C'est communément admis que de façon générale, ça se passe plus ou moins comme ça. Au départ, vous vous situez dans la partie R&D et il y a différents types de financement, dont celui qui va nous intéressé dans notre cas, la Love Money. Derrière ce mignon sobriquet se cache un système de financement assez classique. En fait, vous allez chercher dans votre entourage, chez vos proches, des personnes qui seraient prêtes à investir dans votre projet. On utilise le pouvoir de l'amour pour financer une startup. Et ça, c'est beau. Et c'est comme ça que nous avons convaincu nos parents d'investir 25 000 € dans notre startup. Ah, je sais, on a eu beaucoup de chance que ce soit possible et qu'ils nous aient fait confiance. Donc, merci papa, maman. Spoiler alerte, ils n'ont jamais revu leurs 25 000 €. Alors comment a été injectée cette somme dans la boîte? Simplement par augmentation de capital. Nous avons émis un certain nombre de parts que nous leur avons vendues, ils sont alors rentrés au capital à hauteur de 5%. Mais donc pour les plus vifs d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a dans la commu, vous vous dites ok, 25 000 € c'est bien, mais si la startup crame 7 000 € par mois, il en a pour 4 mois et il est à nouveau sur la paille. Et vous avez tout à fait raison. Mais je dois vous avouer que sur le moment on s'en est pas trop rendu compte. On a vu arriver 25K sur le compte bancaire de la boîte, on était comme des dingues, on était surtout surmotivés pour faire fonctionner le business model, et que la société arrive à l'équilibre. Gardez à l'esprit que ça n'est jamais arrivé. Notre modèle économique était trop complexe et on n'avait pas assez anticipé, donc au risque de décevoir, je ne parlerai pas du chiffre d'affaires de l'époque dans cette vidéo. Il était inexistant. 4 mois plus tard, nous arrivons à l'été 2019. La trésorerie est affaiblie et le froc est à moitié baissé. À l'époque, nous tentons d'obtenir un prêt d'honneur auprès d'Initiative France, mais les démarches s'avèrent longues et très chronophages. Petite définition de ce qu'est un prêt d'honneur pour les novices. Il s'agit d'un prêt à taux zéro octroyé à la personne d'un montant allant de 1000 à 80 000 € sans garantie sur les actifs de l'entreprise ou de son dirigeant. Le montant du prêt peut notamment être utilisé par le porteur du projet comme apport personnel aux côtés d'un prêt bancaire pour l'entreprise. Et enfin, ce prêt d'une durée de
1 à 7 ans avec un différé de 18 mois. Alors dans les faits, il faudra quasiment toujours un prêt bancaire préalable en parallèle du prêt d'honneur pour obtenir celui-ci. Ce qui complexifie la tâche parce qu'il faut en quelque sorte l'aval de la banque pour obtenir le prêt d'honneur. Et pour ceux qui sont un peu frottés aux banques françaises, voilà, vous savez de quoi je parle. Dans mes souvenirs, nous sommes quand même allés jusqu'à l'étape du jury final pour l'obtention du prêt d'honneur. Donc là, tu arrives dans une salle avec une quinzaine de personnes en tant que jury qui sont assis devant des bureaux tout autour. Et tu pitches une énième fois ton projet, tu lâches ton petit sourire ravageur pour dissimuler le fait que tu viens de te chier dessus et que ça coule le long de ta jambe, et ça passe. Enfin, dans notre cas, notre projet a été validé par la commission. Le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il fallait encore le prêt bancaire et aussi qu'on s'endettait personnellement avec mon frère à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros envers cet organisme. C'est là qu'a eu lieu la seconde apparition divine. Papa, maman. Et là, vous vous dites encore, mais en fait, vous êtes des gosses de riches, vous savez rien faire tout seul, vous êtes des assistés. Et je vous emmerde. En fait, à ce moment-là, nos parents, au courant des procédures qu'on faisait pour obtenir le prêt d'honneur, nous ont proposé de nous faire eux-mêmes le prêt. Donc non, ils nous ont pas donné du tout de l'argent gratuit comme ça. La preuve, c'est qu'on est encore en train de le rembourser à l'heure actuelle. Mais disons que le principal intérêt, c'est qu'on s'endettait auprès de nos proches plutôt qu'auprès d'un organisme externe. Nous, on a la chance d'être dans une famille très soudée, donc c'était largement préférable. Bref, j'arrête de vous embêter avec les histoires de famille, on n'est pas là pour ça. Quels étaient donc le montant de ces prêts? 22 000 euros pour moi et 22 000 euros pour mon frère. Ce qui fait un total de 44 000 euros qui nous étaient prêtés personnellement et que nous devions ensuite injecter dans l'entreprise. Comment donc, en tant qu'associé, peut-on injecter de l'argent dans son entreprise? Eh bien, tout simplement en passant par le compte courant d'associé, en faisant un apport en compte courant d'associé. C'est un dispositif qui est prévu par la loi et qui permet une sorte d'avance faite par l'associé à la société et que cette dernière devra lui rembourser plus tard une fois que la société aura un équilibre et une trésorerie stable. Nous injectons donc avec mon frère 44 000 euros dans la start-up à l'été 2019. On peut souffler un peu. Vous y avez cru? Ah non, parce que je vous rappelle que la boîte, elle crame 7 000 euros par mois. Même 44 000 euros, à ce rythme-là, ça part vite. Mais à ce moment-là, je m'en rendais compte quand même. Hein. Tu vois, il y avait déjà les 25 000 euros de l'augmentation de capital qui étaient partis à une vitesse de fou. Donc c'était une course contre la montre pour faire fonctionner notre business model et être à l'équilibre. Je vais pas vous mentir, petit à petit, on comprend que ça va être compliqué. Tu vois, au début, on avait la fougue, la flamme de la témérité, l'étincelle du primo-entrepreneur. Bah, quand t'as sacrifié 1 an de ta vie sur un projet, t'as pas envie de le laisser tomber. Tu vois, c'est un peu ton bébé. Donc en septembre et octobre 2019, on réduit au maximum les coûts pour tenir le plus longtemps possible. On se sépare de notre développeur mobile, on quitte l'incubateur dans lequel on était pour économiser le loyer, et on réduit au maximum les coûts d'infrastructure tech, notamment sur AWS. Et tout ça fait que début 2020, la société coûte moins de 1 000 euros par mois. On n'a plus vraiment de salariés, voilà, on laisse tourner ça comme ça, mais j'avoue, avec un peu moins de conviction. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'on crée cette chaîne YouTube qui s'appelait alors Les Frères Codeurs. Entre-temps, la majorité de la trésorerie avait fondu comme neige au soleil, même malgré le fait qu'on se soit serré la ceinture, mais le chiffre d'affaires restait toujours extrêmement faible car le projet ne prenait pas quoi. Donc finalement, si vous avez percuté, on s'est rendu compte que la société ne retrouvait jamais une santé financière suffisante pour nous rembourser les apports en compte courant d'associés. Bah si, vous vous souvenez là, les 44 000 euros, si, une broutille quoi. Bah la somme avait été en quelque sorte engloutie par les dépenses de la startup. Donc allez, faisons l'addition finale, hein, ça va faire un petit peu mal. 1 000 euros de frais de création, 25 000 euros d'augmentation de capital, 44 000 euros de prêts injectés et 2 000 euros. Alors je rajoute la petite cerise sur le gâteau pour tout ce qui a été frais comptables et notamment les frais pour la dissolution de société, hein, c'est ça les 2 000 euros, et on arrive à un total de 72 000 euros. Je sais ce que vous vous dites là maintenant. En fait, vous avez cramé 70 briques en moins d'1 an sur un projet totalement bancal. Vous êtes juste des abrutis finis. Alors, de 1, oui, on est des connards. De 2, gardez à l'esprit qu'il vous manque 90% des éléments pour juger, parce que là, je vous ai parlé d'un aspect très spécifique de l'histoire. Et enfin, de 3, croyez-moi qu'il y a eu des centaines de cas avant, qu'il y aura des centaines de cas après. C'est juste que les gens parlent forcément moins de leurs échecs. Certainement parce qu'ils en ont honte, mais moi j'en ai rien à foutre. C'est certainement l'expérience qui m'a le plus appris dans ma vie. Et si je peux vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs et à faire de la prévention, voilà, c'est tout bénef. Pour finir, si je devais tirer 3 leçons après avoir perdu ces 72 000 euros en montant ma startup, ce seraient les suivantes. Au départ du projet, ne créez une société que si c'est vraiment nécessaire. Autrement, vous lancez, vous testez votre produit en micro-entrepreneur par exemple, et vous regardez ce que ça donne. Vous économiserez du temps et de l'argent. Calculez au plus vite le cash burn de votre startup, c'est-à-dire combien elle vous coûte chaque mois, pour anticiper au maximum et prévoir la survie de la startup le temps que le produit fonctionne. Car oui, créer une startup, c'est avant tout de la survie, et ça engloutit toujours plus d'argent que prévu. Et enfin, testez votre business model en amont sur une cible réduite, pour vous assurer un minimum de sa viabilité et que le chiffre d'affaires sera raisonnable sur la durée et pourra amener un équilibre. Imaginez vraiment les pires scénarios possibles, et il faut que même dans ce cas-là, ça tienne. Allez, avant qu'on se quitte, faisons le bilan de l'opération #sauve un youtubeur que j'ai lancé dans la dernière vidéo. Ah, je sais que vous kiffez ça et que vous aimez avoir des nouvelles à ce sujet. Alors je suis toujours en position
position fétale en train de me faire prendre par l'algorithme. Et c'est con parce que franchement, je vous le dis très sincèrement, vous avez été géniaux dans les commentaires et même en termes de likes, donc je vous remercie profondément. Mais YouTube ne montre toujours mes vidéos qu'à une toute petite partie de la communauté, hein, j'en veux pour preuve les impressions. Au bout de 5 jours, la dernière vidéo n'a été proposée que 17 000 fois. Alors attention, c'est pas des vues, hein, c'est juste des impressions et du coup c'est vraiment ridicule. Pour vous donner une idée, il y a un an, au bout de seulement un jour, je faisais déjà le double de ça, alors que la communauté était moitiément. Et vraiment, je comprends pas parce que je vous assure que toutes les métriques sont bonnes. Il y a quelque chose de pas normal. Donc pour l'instant, je me bats corps et âme pour faire 2000 vues par vidéo. Ah, je vous dis, ça va finir par faire des TikTok, ça va être vite réglé cette histoire. Putain, j'ai pas envie d'en arriver là. Donc on continue l'opération #sauve un youtubeur, où le youtubeur à sauver, c'est le crétin qui est en train de vous parler. Lâchez donc votre plus beau like, votre plus beau commentaire, partagez la vidéo, seulement et seulement si le contenu vous a plu. Évidemment. De toute façon, je vous le dis, il me reste plus que ça. Allez, je vous invite maintenant à poursuivre avec la vidéo où j'explique comment ma startup a échoué. Elle date un peu, mais c'est un bon complément à celle-ci.